Bonjour tout le monde, bienvenue à Juste Milieu. Aujourd'hui, on va parler de comment être vigilant et à l'écoute de son milieu. Puis je suis encore avec Fanny Barrette, experte de chez Doc Service Conseil. Donc Fanny, comment on fait justement pour être vigilant, qu'on soit employeur, employé, collègue et tout ça? Vaste sujet. Exact. Bien, déjà, c'est excellent d'avoir une politique de laquelle on s'est approprié. C'est-à-dire que si ce n'est pas déjà fait, tous les employeurs, là, depuis le 1er janvier 2019, sont tenus au Québec d'avoir une politique, de l'afficher aussi à tous les employés. Donc, premier levier sur lequel vraiment on doit assurer là, d'avoir fait nos devoirs, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, bien, c'est d'amorcer la discussion avec les employés, avec nos équipes, de dire, bien, avez-vous vu passer la politique? Avez-vous des questions? Qu'est-ce que ça amène comme préoccupation peut-être pour vous de parler d'harcèlement au travail, de parler d'incivilité, etc. Est-ce que vous sentez qu'on devrait se préoccuper de ça comme gestionnaire? Fait que déjà, juste d'ouvrir le dialogue puis d'en faire un enjeu où on est tous responsables de faire en sorte que notre milieu de travail soit sain, mais il y a quand même des personnes dans notre organisation qui ont des rôles spécifiques dans le cas où une situation d'harcèlement psychologique ou sexuel survient. Oui. Donc, c'est de s'assurer que ces rôles-là sont bien compris. C'est vraiment un levier essentiel. C'est-à-dire, moi, si, comme employé, je crois subir du harcèlement, je me tourne vers qui? Est-ce que je dois informer mon gestionnaire? Est-ce qu'on a une personne ressource désignée? Si on a la chance, le privilège d'avoir une belle équipe en RH, parfait, mais est-ce que je vais voir une personne en particulier? Donc, la base, c'est communiquer qu'est-ce qu'on fait, se référer à la politique, mais déjà amorcer ce dialogue-là, premier levier. Bien là, encore une fois, tu parles, puis je bois tes paroles, tu es tellement éloquente. Ça m'emmène à me questionner. Bon, là, tu parles premièrement, de rédiger une politique. Mais on n'est pas tous des experts des ressources humaines. Comment on fait pour justement s'approprier, comme tu disais, la politique en question? On se fait aider par quelqu'un? Tu sais, tu me parlais tantôt hors caméra que tu as aidé entre autres un garage. Puis j'ai trouvé ça génial. Qui t'a approché justement parce que, en fonction de cette ce renforcement-là de la loi, ils voulaient être sûrs que tout soit correct parce qu'un garage, principalement, c'est des employés masculins, mais là, ils ont des femmes aussi au sein de leur équipe. Je trouve ça vraiment respectueux de leur part. Comment tu as fait? Comment tu abordes ça? Là? Comment tu travailles cette politique-là avec cet employeur-là? Oui, bien, première question, c'est toujours quel est le besoin finalement de l'employeur, de l'organisation. Dans ce cas-ci, c'était d'avoir des balises claires pour que les employés qui intègrent l'entreprise, il y avait beaucoup de nouveaux employés, bien, que ce soit clair que c'était tolérance zéro. Fait qu'on a été travailler la politique pour que ce soit ça le message. Puis aussi, on s'entend, des fois, des formulaires, des politiques, c'est long, ça peut être drabe, disons-le, c'est un peu gris comme document, mais il y a moyen de se l'approprier, mais de la couleur, des logos, des images. Le but, c'est qu'il y ait certaines sections qui soient présentes quand même. Donc, pas, là, exact. La définition du harcèlement doit être présente. On doit justement avoir des informations sur les rôles et responsabilités, justement, qui je vais voir, comment je dépose une plainte s'il y a lieu. Donc, une fois qu'on a maîtrisé ça, puis ça, j'invite les gens à aller visiter le site de la CNESST. Tout est là, gabarit, guide d'utilisation. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension générale, précise sur qu'est-ce qu'on doit avoir dans cette politique-là. Mais après, il y a le dialogue à engranger, à aller poser des questions aux employés, dire, bien, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'on devrait donner des exemples qui vraiment correspondent plus à notre milieu, tu sais, dans un garage? On ne l'abordera pas de la même manière qu'un cabinet dentiste ou dans une usine manufacturière. Pour que ça parle aux gens, là. C'est vivant, une politique, là, aussi. Puis ça se change, hein, même, j'ai su ça. Ça se modifie pour s'adapter, justement. Tout à fait. Puis là, quand tu me dis, tu sais, il faut aller parler, il faut faire le tour des employés, puis tout ça, j'imagine que quand c'est bien fait, quand c'est fait avec cœur, bien, les gens ont plus envie, justement, de la porter. Mais c'est un enjeu. Des fois, tu sais, c'est pas tout le monde qui est habile avec ces choses-là. J'imagine qu'il y a des employeurs, justement, des gestionnaires qui sont peut-être un peu mal à l'aise de traiter de ces enjeux-là. Puis avec raison, hein, dans le sens que c'est un sujet, c'est une problématique. Ils ont peur que s'ils en parlent, ça va sortir. Oui, c'est vrai. Mais c'est chatouilleux dans le sens que
sais, même comme société au Québec, parler d'harcèlement, tu sais, ça a souvent été un peu plus en lien avec des phénomènes tristes, donc comme le mouvement Moi aussi, MeToo. Tu sais, c'est des choses qui ont éveillé nos consciences, mais qui nous ont rendus aussi hyper sensibles à ces enjeux-là. Puis là, tout d'un coup, d'avoir peut-être la crainte qui est compréhensible de « mais là, je peux plus rien dire, je peux plus rien... » Même des accolades entre collègues. Là, tu sais, le but, c'est de dire attention, on ne marche pas sur des œufs. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour que ce soit agréable, qu'on se respecte, qu'il y ait une justice entre nous, un peu comme ce qu'on a vu dans l'une des capsules précédentes. Donc, une fois que ça, c'est fait, qu'on amorce un dialogue, l'employeur, son rôle, c'est de demeurer vigilant ensuite. Donc, si on voit qu'il y a des facteurs de risque, qu'il y a des indices, qui commencent à nous faire croire ou qui commencent à construire un doute dans notre esprit, là, par contre, on doit prendre action, on doit activer les leviers qu'on a. On peut aller chercher de l'accompagnement. Il y a des gens spécialisés en droit, donc notamment si la situation est très litigieuse. Il y a des parties, tout autre client syndical, des niveaux hiérarchiques aussi là, qui sont impliqués dans la situation. Bien, peut-être qu'on va vouloir aller chercher justement des consultants, médiateurs, médiatrices, avocats, donc avocates qui sont spécialisés là, vraiment dans la résolution, l'intervention de ce type de situation-là. Mais là, je vais faire l'avocat du diable. Vas-y, je t'en prie. Bien, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'OBNL. Comme nous, la Chambre de commerce, on est un OBNL. Bon, on a des moyens quand même, mais il y en a d'autres ou des très, très petites, des TPPE, là, des très, très petites entreprises qui ont peut-être le propriétaire unique avec 2 employés. Puis qui t'écoutent, puis qui font comme « Ouais, mais moi, là, j'ai pas les moyens de ça. J'ai pas de spécialiste RH. » Souvent, c'est le gestionnaire lui-même qui joue ce rôle. Même chose dans les OBNL. Fait que là, ça m'amène 2 questions, encore. Premièrement, c'est correct si tu n'es pas la source, hein, parce que ça arrive que ce soit le gestionnaire lui-même qui est la source du problème. Fait que il faut que tu te substitues, si c'est pas toi la source, il faut que tu te substitues à un spécialiste RH, que tu prennes action. Mais si c'est toi la source de la situation. Oui, qu'est-ce qu'ils font les employés? On dit ça prend un village, tout ça, je veux bien, mais un village de 2 personnes. Tout à fait. C'est un peu plus compliqué. Ils font quoi? Vraiment. Bien, premier réflexe, écoute, on ne peut pas le nommer, c'est tellement fondamental. La CNSST a justement des services d'accompagnement qui peuvent justement informer les personnes sur leurs droits, sur les ressources, donc qui pourraient mener à la résolution de ça. Évidemment, on peut porter plainte à la CNSST. Dans le cas où on parle d'employés syndiqués, on peut se tourner donc justement grief, on se tourne vers nos représentants syndicaux. Normalement, ils ont les outils ou en tout cas les contacts, le réseau vraiment pour accompagner. Donc, mais si évidemment ça touche un gestionnaire, bien, le mieux, c'est d'aller chercher une ressource interne si on en a une, si on a une personne ressource désignée. Si c'est pas possible, comme tu le dis, parce qu'on est une entreprise de 8 salariés, puis bien, notre gestionnaire, c'est le propriétaire de l'entreprise, bien, il vaut mieux se tourner à l'extérieur. Tout simplement parce que même pour le propriétaire, de s'asseoir, réfléchir, prendre du recul de la situation, des gestes qu'il ou elle a commis, bien, ça va être plus facile si c'est une personne externe qui vient accompagner. Ça fait en sorte que les rôles ne sont pas ambigu non plus. Le gestionnaire ne doit pas être juge et partie des situations, surtout si ça l'implique, et ce serait impossible. Donc, on va chercher finalement, bref, une partie qui est impartiale, objective et compétente en la matière pour nous accompagner. Mais la CNSST, c'est comme la référence vers qui se tourner, puis après, bien, peuvent nous accompagner selon le besoin. Exact. Fait que là, avant de se rendre là on peut... bien, il y a des facteurs de risque à surveiller de près. Là, tu en as toute une liste ici. Comme par exemple, la charge de travail, demande psychologique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans un contexte où on aurait des employés qui ont une grande exigence au niveau de la charge de travail, donc beaucoup de mandats, de projets, on peut parler avec la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, que bien, il y a peut-être un nombre plus restreint d'employés, de salariés qui assurent une charge de travail, une prestation de travail qui peut-être autrefois était assurée par un plus grand nombre. Bien, ça crée une pression, ça crée une tension chez l'individu qui, peut-être à un moment donné, va devenir irritable, fatigué. Autant on peut soi-même être un individu qui va mettre en place des comportements d'incivilité qui vont devenir du harcèlement dans le sens où
on essaie un peu de se faire justice soi-même. Hein. Donc, si on a l'impression On est frustré, fait qu'on crie. Oui, d'une certaine façon. OK. On n'a pas d'écoute. Quand on nous dit « j'en ai assez, je suis épuisée, j'ai besoin d'aide On parle de facteurs de risque, bien, le manque de soutien social, c'en est un. OK. Est-ce qu'on m'écoute quand j'appelle à l'aide Oui. et que je dis « là, j'en ai assez » ou j'aurais peut-être besoin de formation, j'aurais peut-être Oui. besoin d'être accompagnée, d'avoir un mentor, que mon gestionnaire soit là, me donne de la rétroaction un peu plus, donc, ou de la reconnaissance, de se faire dire merci à la fin de la journée, même si j'ai une grosse charge de travail. Si je sais que mes collègues l'apprécient, me disent « Merci, Fanny, c'est incroyable ce que tu fais, tu as une grosse semaine, mais tu as réussi. » Oui, c'est ça. Oui. OK, c'est bon, tu sais, je vais y Puis arriver. ça sera pas toujours comme ça, je te le promets. Exact. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, même dans Ouais. ces petits mots-là, est-ce qu'on est capable de s'apporter un peu de soutien, de beau? Mais oui, on le voit. La charge de travail, c'est un facteur de risque. Plus aussi elle est soutenue dans le temps. Fait que charge de travail, là, ça peut être que moi, pendant un moment, parce que je suis épuisée, parce que j'ai vécu des événements de la vie qui ont été stressants, la pandémie, j'ai dû m'adapter, j'ai déménagé, peu importe ce qu'on a vécu, mais est-ce qu'on a un souci au travail d'adapter, d'être attentif à ça? Donc, il y a ça. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, avec parfois les besoins, c'est difficile, je le sais, d'être flexible. Mais dans ce temps-là, on s'assoit. On dit, écoute, voici ce que je peux faire. C'est ça. Exact, comme employeur. Toi, comme employé, quels sont tes besoins? Est-ce qu'on peut se dire, pendant 3 mois, on essaie ça, on révise ensuite, parfait. C'est la communication. Toujours, toujours, toujours. C'est le nerf de la guerre, vraiment. Puis on est des êtres humains. Tu sais, c'est ça, des fois, justement, je m'arrête à y penser, puis je me dis, c'est précieux qu'est-ce qu'on vit quand on a la chance d'avoir une équipe avec qui on a du plaisir à travailler, parce qu'on passe la majeure partie de notre temps au travail. Fait que ça, là, c'est tellement précieux ce que tu nous dis là. Oui, puis il y a moyen d'en faire une expérience de vie qui est positive, qui est enrichissante. On peut être dur, mais juste les uns envers les autres, dans le sens où, si moi, je fais un travail qui ne convient pas, bien, Julie, de me dire, non, Fanny, les attentes, voici quelles étaient-elles. On n'est pas arrivé à l'objectif, parfait. Donc, aux gestionnaires qui disent, bon, je ne pourrais plus rien dire de négatif. Non, c'est pas ça. C'est juste de le dire d'une manière que c'est juste, que c'est raisonnable aussi, puis que l'individu, on lui laisse la chance de se reprendre aussi. Tellement. Donc, il y a beaucoup de nuances dans toutes ces questions. Finalement. Si on continue, parce que, encore une fois, mon Dieu, je passerais des heures à t'écouter là-dessus. Mais pour vrai, on parle d'autonomie décisionnelle, on parle de soutien social, puis de la reconnaissance, tu en as fait mention tout à l'heure. Si tu avais à choisir un de ces trois-là, justement, à me décrire la question, mais moi, je dirais avec le soutien social, dans le sens où on revient de 2 ans et demi de pandémie. On est quand même encore dans un grand contexte d'adaptation, la pandémie ou pas. Là. Changement organisationnel, le travail hybride, télétravail pour certains, d'autres ne peuvent pas, dépendamment de notre secteur d'activité, pénurie de main-d'œuvre avec ça. On a des gestionnaires ou des personnes clés qui sont parties à la retraite. On doit essayer de renouveler notre offre de service pour ajuster avec le marché d'aujourd'hui. Mais tout ça a fait que le tissu social, nos relations, un peu. Peut-être que pour certaines organisations, tant mieux, ça n'a pas été le cas, mais ce qu'on remarque, c'est que la détresse psychologique qu'on voit là, dans les sondages actuellement, c'est beaucoup ça, c'est le soutien de mon supérieur immédiat. Est-ce que je le ressens? Est-ce que je le perçois? Est-ce qu'on a des rencontres? Est-ce qu'il y a un coup de téléphone une fois de temps en temps, dire « Bien, Fanny, comment ça va? Ta semaine, ça ressemble à quoi? » Pas en équipe devant tout le monde, mais juste one-on-one. One-on-one, mais les deux aussi, l'aspect d'appartenance à l'équipe est important. Aussi. Fait que quand on parle de soutien social, bien, il y a celui du supérieur, le gestionnaire, mais il y a celui de l'équipe aussi. Est-ce qu'on a l'impression d'être ensemble? De faire partie de la même équipe, puis d'avancer. Exact. Puis ça, c'est un besoin fondamental, Julie, je te dirais, pas juste en contexte de prévention d'harcèlement, mais d'engagement au travail, de vraiment d'être ouvert aussi à apprendre, quand on veut être collaboratif aussi. Le soutien social, c'est... Tu parlais de la pyramide Maslow, mais on est là, on est dans quelque chose de fondamental que, OK, bien si j'ai ça, si je me sens appréciée, si j'ai l'appui de mon collègue, de mon gestionnaire, le reste, c'est correct. On va avancer, en tout cas. C'est mon hypothèse. Oui, bien, c'est parfait, ça me parle beaucoup. Alors, bien, merci. On va aller à la capsule maintenant avec notre employeur. Merci.
Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici, au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. D'avoir accepté de parler avec moi de ce sujet-là, le sujet, dans le fond, de l'émission Juste Milieu, qui est la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel dans le milieu de travail, puis aussi la gestion des plaintes. Donc, je te remercie. C'est quoi ton rôle exactement chez Expert? Moi, je suis directrice RH aux ressources humaines. Oui, ouais, exactement. Bon, okay. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Je suis contente d'être là. Ah bien, merci. Donc, vous, j'imagine que vous avez combien d'employés que tu me disais tout On à est l'heure? à peu près à 27 à Montréal, puis on en a 5 en Europe, dans un bureau en France. Ah oui? Oui, oui, oui. Donc, vous avez certainement mis en place une politique. Complètement. Ah, on en oui, a on en a une qui est dans un manuel d'employés, en fait. Tout ça qu'on référence à la politique. C'est ce qu'on a présentement, mais on est en train de la revoir, en fait, pour l'adapter à la réalité d'aujourd'hui, dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je pense pour mieux la communiquer aussi, parce que le manuel d'employés était probablement vu une fois quand tu arrives. Oui, c'est ça. Après oui, ça, c'est comme plus regardé. Donc, oui, alors il y a une grande volonté de vouloir travailler à la communiquer davantage. Puis ça, ce genre de politique-là, dans le fond, moi, je dis que c'est comme un peu une police d'assurance. Parce que quand tout va bien, dans le fond, justement, le manuel, la politique, on en prend connaissance quand on arrive, puis après ça, ça reste là. Exactement. Hein? Mais on la crée, on la développe, on la présente alors que tout va bien, tout est au beau fixe. Mais c'est quand ça va mal qu'on en a besoin. Puis là, à ce moment-là, une chance qu'on a ça pour se prémunir contre les dangers associés à de tels comportements. Complètement. Comment ça se vit, justement, dans une équipe comme ça, d'une vingtaine de personnes, puis en plus, à l'étranger, là, je suis vraiment curieuse. Comment on vit ça? Comment on s'assure que ce soit compris, puis surtout vécu? C'est-à-dire que la civilité fasse partie des normes du travail des employés. Comment vous faites pour vous assurer qu'il y a une conformité là-dedans, que le respect fait partie des valeurs au quotidien? Exactement. En fait, on a la volonté chez Expert de traiter la situation aussitôt qu'elle arrive. Donc, si on est face à un cas qui est déjà arrivé par le passé, on a eu à adresser, c'est quelque chose qu'on adresse rapidement. Puis, c'est les valeurs qu'on véhicule aussi autour de nous en tant qu'employeur. Tu sais, on véhicule le respect dans les échanges, tout ça, mais ça se peut parfois qu'il y ait des dérapes. À ce moment-là, on l'adresse rapidement. Là. On ne laisse pas les choses traîner. Puis quand vous dites, là, on l'adresse rapidement, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des dossiers confidentiels. Exactement. Mais ça serait quoi comme les étapes, admettons, là, quand quelque chose arrive, une situation est portée à votre attention, à ton attention? Oui, exactement. En fait, je rencontre l'employé. Je préfère avoir un entretien one-on-one, excusez l'anglicisme, là, mais je préfère avoir un entretien avec la personne concernée. Je trouve que c'est quand même délicat comme sujet. J'aime pas avoir son directeur immédiat ou sa directrice immédiate. J'aime mieux avoir un personnel, puis on discute de la situation. Puis je mets avec cette personne-là un genre de plan, comment on va faire. Dans 3 semaines, on va se rencontrer, on va se revoir, on va en reparler, tout ça. Fait que c'est pas mal l'approche. Qu'est-ce qui démarre ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un, du jour au lendemain, devient soit une victime ou un harceleur?
est-ce que des fois, c'est pas vraiment un cas de harcèlement? Exactement. T'sais, comment on fait pour justement s'assurer, parce que ça, c'est pas que ça stigmatise les employés en question, mais comment on fait pour être certain que c'est bel et bien le cas, puis pour éviter que ça se fasse tache d'huile dans l'entourage d'eux? Exact. En fait, le cas que je peux penser, c'est que cette personne-là est rencontrée rapidement, donc comprend très rapidement les dégâts là, qui ont été faits, même si c'était sous une forme, c'était une joke, une blague, des trucs comme ça. Ouais. Mais sinon, tu sais, fait que la personne... ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est que la personne, elle se sent comme un peu mal parce que c'est pas dans son ADN, là. Tu sais, ça peut arriver peut-être à tout le monde de déraper, mettons. Oui. Mais en fait, il y a différents types. C'est ça, exactement, c'est ça. Même Exactement. Mais des cas comme des cas lourds. Tranquillement, là, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, non, ça dépend mais des cas cas. lourds, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, ouais. sincèrement, là. Tu sais, c'est juste une petite dérape à un moment donné. Oui. Les conversations s'enflamment, tout ça, mais c'est tout. Mais c'est de l'adresser rapidement puis de dire, bien, ça, non, tu sais, c'est pas endossé chez nous, fait qu'il faudrait peut-être faire attention. Fait que c'est ça. Puis on fait juste communiquer que quand il y a des situations comme ça, on les adresse, alors le message circule à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'il est déjà arrivé, parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, puis avec, tu sais, avec la facilité que les gens ont, même peut-être le manque de pudeur, je ne sais pas, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez intervenir éventuellement, vous? Je ne dis pas qu'il y a eu des cas comme ça, mais je veux dire, est-ce que vous allez, parce que tu disais tout à l'heure, on va retravailler notre politique. Oui, complètement. Fait que c'est ça. Vous allez retravailler votre politique pour l'adapter à ce qu'on vit présentement. Exactement. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas inclure dans ça, dans cette nouvelle mouture de politique-là? Bien, en fait, c'est un bon point là, au niveau des réseaux sociaux. C'est important. On parle aussi de télétravail. Fait que ça aussi, je pense que c'est important. Les gens, on dirait que quand ils sont comme à la maison, ils ont moins de pudeur que comme quand ils sont plus près, là. Fait que c'est de sensibiliser les gens à ça aussi, tu sais, de dire, là, c'est parce que tu es devant un écran, c'est facile de dire des trucs, peut-être plus que si tu étais en face comme avec toi, tu sais. Mais là, c'est-tu quoi, là? C'est pas très... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que c'est ça. Donc, alors, on va travailler sur ça. Puis, je vais prendre d'autres suggestions parce qu'on est très ouvert à avoir la plus belle des politiques chez Axpert. Oui. Parce que c'est ça, tu sais, on parle, là, souvent, on regarde cette politique-là, puis les gens ont tendance à dire « Ah, mon Dieu, ça fait quasiment, pas que ça fait peur à s'imaginer que, mais il y a quelque chose de... » On a en tête, avec tout le hashtag MeToo, toutes ces choses-là qui se sont produites, tu sais, on a toujours l'impression que c'est excessivement grave, mais ça peut être des choses anodines, des blagues qui passent mal et tout ça. Donc, comment on peut écrire ça dans une politique en question? Je ne sais pas. Comment on peut s'assurer que le message soit compris? C'est la communication, dans le fond. C'est complètement la communication. Je pense que c'est de démontrer aux employés qu'on est là. Il y a une porte, il y a des oreilles pour écouter, que s'ils ont besoin ou s'ils sont inconfortables avec une situation, juste d'en parler peut faire du bien. Puis si on a besoin, on peut adresser autrement, si on se rend compte que c'est un cas vraiment... Mais tu sais, il n'y en a pas de petits cas, je pense. Hein? C'est tout important, les cas. Oui. Je pense que tous les cas doivent être... doivent être pris, Exactement. Oui, effectivement. Puis, dans le fond... ce qu'on se rend compte, c'est que un mot peut blesser quelqu'un qui ne blessera pas l'autre personne de la même façon. Complètement. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est un travail d'investigation puis d'enquête aussi, j'imagine, quand on est aux prises avec quelque chose comme ça. Exactement. Mais en fait, c'est de savoir autant de la plainte vient de où et c'est qui a causé cette plainte-là. Fait que c'est d'avoir les deux parties, les deux versions de ces gens-là, essayer de comprendre, puis de faire comprendre aussi à la personne. Parce que ce que j'ai vu aussi, c'est que la personne est blessée bien souvent parce qu'elle ne s'attendait pas d'avoir fait du mal, parce que ce n'était pas son intention. Fait que moi, je suis dans une approche extrêmement humaine. C'est important. Puis je veux que la personne
bon, si tu l'as échappé aujourd'hui, ça peut arriver, tout ça, mais je pense que c'est important que ça ne se reproduise pas, puis c'est ça, d'être là. Fait que, voilà. Puis, vous avez des clients également? Parce Oui, que aussi. ça, vous allez l'inclure? Oh hein? oui, Parce qu'il faut complètement. pas l'oublier, hein? Non, complètement. Mais ça, chez Axpert, le service à la clientèle, c'est une priorité. La qualité du service à la clientèle, devrais-je dire. C'est la priorité, là. Alors, on a un service à la clientèle qui est reconnu dans beaucoup d'entreprises, là, parce qu'on est très présent pour le client, très respectueux. On fait nos suivis. Des trucs de harcèlement de la part d'un client, là, j'ai pas eu de cas pour l'instant. Non, mais c'est important, Mais ça encore une pourrait fois, arriver. de le prévenir Complètement. justement dans la politique. Exactement, oui. Ouais. Puis, juste en terminant, Axpert, en Europe versus ici, est-ce que c'est les mêmes façons de gérer ces enjeux-là? Parce que c'est... Non, Non, c'est une culture différente. C'est une culture Oui, différente? complètement. Ouais. Complètement, oui. C'est toi qui s'occupe de Oui, d'outre-mer exactement. Mais également? c'est nouveau pour moi d'être à ce poste. Mais ça fait longtemps que je suis chez Axpert, mais c'est nouveau pour moi, ce poste-là. Puis OK. j'apprends les différences avec l'Europe, là, puis je suis quand même assez étonnée de voir qu'il y a des différences. Pour ici, c'est comme normal, mais pour eux, c'est incroyable. Mais c'est correct, tu sais. Fait qu'on gère par rapport à eux, en fait, comment eux, leur culture, en respectant leur culture. En respectant leur culture. Exactement. Ah, Ouais. très intéressant. Merci infiniment d'avoir accepté Ben, merci de l'invitation. d'échanger avec moi. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Parole d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR9, votre télé citoyenne.